Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Ahmed Bakayoko, dans les locaux rénovés et équipés du commissariat de police du 11e arrondissement de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a offert plusieurs matériels de bureau, a engagé la police à continuer dans la sécurisation des personnes et des biens. Abou Sanogo. Totalement détruit pendant la crise post-électorale, c'est aujourd'hui un commissariat de police du 11e arrondissement de Williamsville dans la commune d'Adjamé, entièrement rénové, qui a reçu du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, du matériel composé d'imprimantes, d'onduleurs, d'ordinateurs, de bureaux, de fauteuils et d'un fax. Un geste salué par les élus, guides religieux et population de Williamsville. Comme le commissariat est ouvert maintenant, vraiment nous sommes très contents. On remercie beaucoup le ministre. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a dit l'engagement de la police nationale à assurer la sécurité des personnes et des biens. Ce mois d'août, nous avons connu des cas d'insécurité qui ont ému profondément nos populations. Il ne faut pas le nier, c'est une réalité. Face à cela, la police doit avoir une capacité d'anticipation et d'action pour rassurer les populations. Nous allons donner plus de moyens, nous allons nous engager davantage, nous allons nous mobiliser davantage. Par ailleurs, Ahmed Bakayoko se prononçait sur les rumeurs d'insécurité véhiculées ces derniers jours dans le district d'Abidjan. Tous ceux qui croient, qui incitent, qui propagent, qui même financent des opérations pour qu'il y ait des crimes crapuleux, pour créer un environnement, pour qu'on dise non, en Côte d'Ivoire, il y a l'insécurité généralisée, il y a la peur de ceci, de cela, on ne peut pas les voter, ils perdent leur temps. Nous allons régler toutes ces questions, tout sera aseptisé et il y aura des élections propres, apaisées et sécurisées en Côte d'Ivoire. Le geste du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko vise à renforcer les capacités du commissariat du 11e arrondissement de Williamsville. La page économie de ce journal à présent. Dans les finances publiques, la dette publique est l'ensemble des engagements financiers pris sous forme d'emprunt par un État. La dette publique se distingue ainsi en macroéconomie de la dette des ménages ou de la dette des entreprises. Si dans les pays développés, la structure de la dette montre un recours à l'épargne intérieure, dans les pays en voie de développement, c'est plutôt vers l'intérieur, vers l'extérieur que les gouvernements s'orientent du fait de la faiblesse de l'épargne intérieure. Pourquoi un pays s'endette-t-il? Quelle est la situation en Côte d'Ivoire et comment le pays gère-t-il sa dette depuis l'atteinte du point d'achèvement? Le point donc sur cette dette-là, de la problématique de la dette avec Adama Koné. Un budget est équilibré lorsque le total des dépenses est égal au total des recettes. Généralement, les besoins sont plus nombreux. Ainsi, le citoyen recourt à la banque pour obtenir un crédit pour l'achat d'une voiture, d'une maison. C'est le crédit à la consommation. L'entreprise, elle, fait appel aux institutions bancaires pour renforcer ses équipements, agrandir ses activités. C'est le crédit d'investissement. Au niveau national, l'État a recours à l'extérieur pour financer ses besoins d'investissement, entre autres. Ce crédit prend le nom de dette extérieure. Le principal enjeu de la dette, c'est pour financer le développement. Les pays à faible capacité de financement, qui ont un taux d'épargne relativement faible, généralement bénéficient de l'opportunité de pouvoir emprunter et donc de pouvoir mettre en œuvre des projets d'infrastructures économiques et sociales qui sont nécessaires au développement. Les pays développés s'endettent beaucoup plus auprès de leurs citoyens et auprès même de certaines agences installées sur leur territoire. De 8 249 milliards de francs CFA, soit 72% du produit intérieur brut en 2011, l'encours de la dette publique ivoirienne est passé à 6 174,9 milliards de francs CFA, soit 45,1% en 2012 après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Avec le rythme des investissements publics en réalisation, la dette se situe en 2014 à 6 697,2 milliards de francs CFA, soit 45,8% du PIB, bien en dessous de la norme communautaire de l'UEMOA de 70%.
Le taux de la Côte d'Ivoire n'est pas vraiment à 45% si l'on exclut la dette intérieure et aussi le contrat CD2, contrat de désendettement conclu entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, hormis ces deux éléments, on pourrait estimer que le taux se situe autour de 36%. Donc, présentement, on respecte les normes, mais on peut considérer qu'avec tous ces éléments intégrés, que la Côte d'Ivoire, le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire est modéré. Tout compte fait, fin mars 2015, l'État avait apuré le service de sa dette extérieure sur les échéances courantes 2015, évaluée à 30,08 milliards de francs CFA. Pour maîtriser la gestion de la dette, l'État a mis en place le Comité national de dette publique, structure chargée de consolider la viabilité de la dette publique. Les résultats n'ont pas attendu. Depuis, le pays a été classé parmi les pays à risque modéré en cas de choc exogène important, ce qui a valu à la Côte d'Ivoire de réaliser des performances sur les marchés des capitaux, en levant 375 milliards de francs CFA en 2014 et 500 milliards de francs CFA début 2015 à travers des émissions d'eurobonds. La dette extérieure a trois composantes. Les créanciers bilatéraux, dettes contractées avec les pays réunis au sein du Club de Paris, les créanciers privés ou banques ou encore appelés Club de Londres, et les partenaires multilatéraux tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, FMI. Économie, toujours. Le groupe de travail technique sur le système d'information du marché et du travail et l'économie informelle est une structure sectorielle du plan d'action statistique de l'Union africaine. La réunion annuelle de ce groupe se tient dans la capitale économique, Abidjan. Objectif, mettre en œuvre une stratégie harmonisée et fiable en matière de statistiques et surtout faire des recommandations à la prochaine rencontre du comité des directeurs généraux des instituts nationaux de statistiques prévus en novembre prochain à Libreville, au Gabon. Lancine Bakayoko, Adama Kone. Cette réunion constitue l'aboutissement d'un travail collectif qui a permis le développement et la mise en œuvre du cadre d'harmonisation, de coordination du système d'information sur le marché du travail et la formation des parties prenantes. Ces parties prenantes, ce sont les institutions internationales comme le système des Nations Unies, l'Union africaine ainsi que les gouvernements africains. Il s'agit entre autres de l'examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre du système, de l'élaboration de nouvelles politiques dans les domaines du travail, de l'emploi, de la productivité, de la migration de main-d'œuvre, de la protection sociale et de l'économie informelle. Un suivi et une évaluation appropriée de la mise en œuvre de ces politiques nécessitent des systèmes robustes de données et des indicateurs bien ciblés. Le groupe de travail en a besoin pour mener à bien ses attributions. Le secteur informel est un secteur qu'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas contrôler, parce que, comme on dit, il est informel, il n'y a pas de forme propre. Donc la problématique à laquelle nous sommes confrontés en tant que personnes chargées de mesurer l'évolution de notre monde, c'est comment on fait pour mesurer quelque chose qui est informel. Cette session du comité intervient après l'adoption en janvier dernier par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'agenda 2063, de la déclaration et du plan d'action sur l'emploi et le développement inclusif. Le pain qui valorise le vivrier ivoirien. Voilà, c'est le slogan du projet pilote initié par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest et qui est mis en exécution en Côte d'Ivoire par le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et les conseils agricoles. Ce projet vise à faire la promotion du maïs et du manioc produits en Côte d'Ivoire en les intégrant dans la fabrication du pain. Pour ce faire, depuis lundi et ce jusqu'au vendredi prochain, 200 boulangers sont instruits sur cette nouvelle donne qui consiste à introduire 15% de farine de maïs et de farine de manioc dans la fabrication du pain. Guillaume Zéré, Herman Niamia. Choix de la farine avant le pétrissage, le façonnage puis la cuisson du pain. Apparemment, tout est normal dans cette boulangerie. Sauf qu'à ces 40 boulangers professionnels du pain, il leur a appris une toute nouvelle donne. À l'habituelle farine de blé,
Ils pourront désormais ajouter de la farine de maïs ou de manioc et continuer à proposer un pain de qualité aux consommateurs. Ce projet de production de pain à base de farine composée est initié par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest et mis en œuvre ici par les techniciens du FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Ce projet a pour objectif de faire adopter la production et la consommation des pains composés avec l'utilisation de nos farines locales, notamment le maïs et le manioc dans un premier temps, et à la suite la farine de banane plantain. Ce projet financé par la Banque mondiale est un appui à la valorisation des produits vivriers en Côte d'Ivoire. Il permet au maïs et au manioc d'être davantage utilisés dans le quotidien des Ivoiriens. Ce pain dans lequel ils sont utilisés a d'énormes qualités nutritives. Et pour les boulangers qui découvrent cette technologie du pain composé, l'initiative est à consolider. Nous prenons aujourd'hui 15% de la farine de maïs, 15% de la farine de manioc pour incorporer à la farine de blé pour faire un pain de bonne qualité. C'est ce pain que vous voyez tous les jours. Ma seule inquiétude, c'est au niveau de l'approvisionnement. Est-ce qu'on pourra toujours nous fournir cette farine? À terme, ce sont 200 boulangers et professionnels du pain qui seront formés à cette nouvelle technologie. Débutée le 24 août, cette phase pilote s'achève ce vendredi 28 août 2015. Le ministère du Commerce a procédé ce mardi 25 août à Abidjan au lancement des Journées nationales de lutte contre la vie chère et la contrefaçon. Durant 5 jours, cette première édition s'articulera autour du thème « La lutte contre la vie chère, quelles approches stratégiques pour le bien-être des populations ?» Objectif, rechercher à travers des panels, réduire drastiquement le coût de la vie dans notre pays. Reportage signé Félix Amani, Éric Goré. L'État de Côte d'Ivoire veut réduire le coût de vie des populations. Des journées nationales de lutte contre la cherté de la vie sont organisées pour vulgariser le respect des tarifs homologués et valoriser le droit du consommateur, mais aussi lutter efficacement contre la contrefaçon. C'est vrai que les prix sont libres en Côte d'Ivoire, mais en dehors donc de certains produits dont les prix sont homologués, toutes les actions qui sont menées, c'est de permettre donc aux consommateurs d'avoir la juste marchandise au juste prix. Une décision accueillie favorablement par les consommateurs. Nous allons connaître une baisse drastique des prix au profit des consommateurs que nous sommes. C'est non seulement au niveau des prix, mais au niveau de la qualité des produits qui vont nous être offerts. Puisque ces journées, en même temps qu'ils mettent en avant le problème de la vie chère, soulèvent également la qualité des produits qui nous sont offerts. Une visite inopinée du représentant du ministre du Commerce dans un supermarché pour constater lui-même l'application effective des prix. En vue de sensibiliser davantage les populations, une caravane va sillonner tout le pays. Un mot de culture. Depuis plus d'une décennie, le Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, fait face à des crises à répétition. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait, notamment la mauvaise gestion, l'accumulation d'arriérés de droits, la rémunération non versée aux titulaires des droits et aux salariés et bien plus. Face à la situation, un décret présidentiel fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Burida a vu le jour. Décret dont l'article 5, 10, dont les articles 5, 10 et 25 font l'objet de polémiques au sein des membres du Burida. Pour répondre à toutes ces préoccupations, le ministre de la Culture et de la Francophonie a animé une conférence de presse hier mardi au plateau. C'était en présence de notre reporter Christelle Nda. Le mardi 4 août, présentation officielle du nouveau décret qui régit désormais le Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur. Mais depuis sa publication, de nombreuses interprétations non conformes à l'esprit du texte sont faites, ce qui n'est pas l'objectif visé par le gouvernement. Le ministre de la Culture et de la Francophonie montre alors au créneau pour apporter des éclaircissements. C'est sur les articles 10 et 25 au niveau des critères d'éligibilité à l'Assemblée générale et au conseil d'administration. Nous avons dit qu'il faut être associé ordinaire, c'est-à-dire avoir justifié au moins 5 ans et justifier une production suffisante. Aujourd'hui, quelqu'un produit un single, c'est-à-dire une seule chanson
il n'a pas 5 ans, il n'a pas produit un CD de 6 titres. Et il vient. Peut-être qu'il a des moyens et il s'impose à vous. Qui va le reconnaître? Nous sommes dans une phase de redressement, d'assainissement. Car la maison est toujours en faillite. Par ailleurs, le ministre de la Culture invite les artistes à s'investir davantage afin de redonner vie au Burida. Message bien perçu par les artistes. Le président de la République, avant donc de prendre cette décision, a fait beaucoup d'analyses pour le bien-être de tous. Il n'y a pas que le décret, il y a le décret, mais on a une loi qui est sur la table, on nous le rappelle tout le temps. Si nous continuons de faire du tapage et que les gens déposent nos documents de côté, qu'allons-nous devenir? Le Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida a pour objectif de promouvoir et de défendre les intérêts matériels et moraux des auteurs d'œuvres de l'esprit et des artistes interprètes ainsi que leurs ayants droit. Le premier départ des futurs pèlerins pour la Mecque est prévu pour jeudi, demain jeudi 27 août. Cette année, 4200 musulmans ivoiriens effectueront le pèlerinage, le 5e pilier de l'islam. Au cours d'un point de presse, le commissaire du Hadj a rassuré des dispositions prises pour assurer un bon pèlerinage aux fidèles musulmans ivoiriens. Néanmoins, des dispositions sont prises par le commissariat pour faciliter le voyage en Terre Sainte. Mamadou Kwasi. C'est ce jeudi 27 août 2015 à 23 h que les 450 premiers fidèles musulmans quitteront Abidjan pour la Terre Sainte. Un voyage peut effectuer le Hadj. Ensuite suivra le second vol prévu le lendemain. Pour une bonne organisation de ce voyage spirituel, le commissariat du Hadj a pris des dispositions. Cette année, ceux qui partent à 23 h sont convoqués à 16 h à la mosquée du Golfe. Nous avons 2 heures pour les traiter. Donc ceux qui pensent que s'ils restent à la maison, qu'après, vers 20h, 21h, qu'ils pourront encore partir, ça sera difficile. Tous ceux qui sont sur un vol donné sont obligés d'embarquer et nous n'aurons pas de solution de rechange. Les permutations ne seront pas possibles. N'accompagnera le pèlerin qu'un seul parent dans la cour de la grande mosquée de la Riviera. Une fois en Terre Sainte, le docteur Cissé Losseni soutient que les mesures doivent être respectées en vue d'un bon encadrement des fidèles musulmans, mais aussi pour faciliter leur retour sur Abidjan. L'uniforme est très importante pour le Hadj. Parce qu'il peut s'avérer qu'un pèlerin s'égare, à partir de l'uniforme, il reconnaîtra les autres le reconnaîtront. Donc j'incite tous les candidats au Hadj à aller à notre radio nationale Bayan pour payer leurs uniformes et les porter au départ et surtout dans les premiers jours à Médine et à la Mecque. Ce n'est pas la peine de voyager avec des valises. Chaque pèlerin a droit à 2 valises uniformisées qui lui seront remises, Inch'Allah, à Médine. Chaque pèlerin au retour a droit à 5 litres de Zamzam. Le prix de revient de cette bouteille est de 2000 francs CFA. Compte reçu. Et au retour, tous ceux qui auront payé auront droit à 5 litres de Zamzam. Avant le départ du premier vol, le commissariat du Hadj, en collaboration avec la direction des cultes, procède depuis ce mardi 25 août 2015 à la distribution des kits de voyage. Ici également, des mesures sont arrêtées pour réussir cette mission. Le premier vol et le deuxième vol, la distribution se fera à la grande mosquée du Golfe. Le 3e jusqu'au 9e vol, ces opérations de distribution se dérouleront uniquement à la grande mosquée de Williamsville, où les dispositions ont été arrêtées pour cette distribution. Et cela se fera chaque fois par vol. Pour cette édition du Hadj, ce sont 4200 fidèles musulmans qui effectueront le pèlerinage. Les 9 vols qui débutent ce jeudi 27 août vont se poursuivre jusqu'au mercredi 2 septembre 2015. L'actualité internationale. Les députés de Guinée-Bissau ont adopté lundi une résolution demandant le départ du nouveau Premier ministre par des moyens légaux pour résoudre la crise
politique née de la dissolution controversée du gouvernement par le chef de l'État. Le 12 août, le président José Mario Vaz avait limogé Domingos Simoes Pereira en poste depuis 14 mois en arguant d'une crise de confiance au sommet de l'État. Jeudi, il a nommé Bassirou Dja, 39 ans, investi dans la foulée. 8 policiers sud-africains ont été reconnus coupables du meurtre d'un chauffeur de taxi mozambicain. C'était en février 2013. La victime avait été attachée et traînée derrière un véhicule de police après une altercation avec les forces de l'ordre. L'homme est mort des suites de ses blessures dans les heures qui ont suivi. L'incident avait choqué l'opinion publique sud-africaine. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir doit signer mercredi, aujourd'hui donc, l'accord de paix avec les rebelles à l'occasion d'un mini-sommet qui réunit à Juba les dirigeants du Kenya, de l'Ouganda, du Soudan et de l'Éthiopie. La semaine dernière, seule la rébellion de l'opposant Riek Machar a signé le document. Le président Salva Kiir avait obtenu un délai afin de consulter ses partisans. Mardi, les Nations Unies ont élevé la voix. Le Conseil de sécurité a affirmé qu'il agira immédiatement si le président Salva Kiir ne signe pas l'accord de paix ou s'il signe en émettant des réserves. Le procureur de la République de Paris, François Molins, a tenu une conférence de presse mardi 25 août sur l'attaque terroriste du Thalys, Amsterdam-Paris, du 21 août. Après être revenu en détail sur le déroulé des faits, il a indiqué avoir ordonné l'ouverture d'une information judiciaire pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Dans la nuit, Ayoub El Khazani a été formellement mis en examen et placé en détention en provisoire. Fin de ce journal. Bonne journée en notre compagnie. RTI 1, la chaîne qui rassemble.